quelle est la valeur de la vie d'un homme lorsqu'il défie un roi? Cette question glaçante résonnait dans le royaume d'Édouard Ier en 1305. Pour William Wallace, enregistré sous le nom de Wilhelmus le Wallace dans les documents officiels, il n'y avait pas de pensée de négociation, seulement celle de la bataille. Il émergea en tant que leader durant la lutte de l'Écosse contre la domination anglaise, le 11 septembre 1297, lors de la bataille du pont de Stirling. Wallace et Andrew Moray remportèrent une victoire cruciale grâce à une stratégie soigneusement exécutée. Ils attendirent que la majorité des forces anglaises ait traversé le pont avant de lancer leur assaut, piégeant l'ennemi entre la rivière et un terrain élevé, utilisant efficacement le relief à leur avantage. Pourtant, peu après, Moray succomba à ses blessures, laissant Wallace comme le seul gardien de l'Écosse. Cette victoire s'avéra éphémère. En juillet 1298, Édouard Ier conduisit ses troupes contre Wallace lors de la bataille de Falkirk, où les forces écossaises subirent une défaite non seulement à cause d'erreurs tactiques, mais aussi d'une trahison au sein de leur cavalerie. Les archers anglais dévastèrent les formations serrées de l'infanterie écossaise, entraînant une déroute complète. Suite à ce revers, Wallace choisit de démissionner en tant que gardien, optant plutôt pour des efforts diplomatiques en France, vers 1299-1303, afin de recueillir du soutien pour l'indépendance de l'Écosse. Il revint en 1305 comme un emblème durable de résistance, mais la trahison l'attendait. Capturé près de Glasgow par Sir John de Menteith, un chevalier écossais loyal à Édouard, il fut enchaîné et emmené à Londres, non pas pour une arrestation juste, mais pour une exécution de trahison aux yeux de ses ravisseurs. Pas de pitié au tribunal, le procès et l'emprisonnement de Wallace. Le 23 août 1305, William Wallace fut exhibé dans les rues animées de Londres, sale, enchaîné et épuisé, après des années de conflits et d'exil, devant la cour royale au Westminster Hall. Cette grande salle avait accueilli d'innombrables procès, mais ce qui s'y déroula était loin de la justice. C'était une condamnation prédéterminée, accusé de trahison contre le roi Édouard Ier, ainsi que de vol, de meurtre et d'incitation à la guerre. Wallace nia avec fermeté les accusations de trahison. Bien qu'il ne le citât pas directement, plusieurs chroniques de l'époque, y compris le récit de Walter de Hemingberg, rapportent que Wallace affirmait n'avoir jamais prêté allégeance à Édouard et ne pouvait donc pas être qualifié de traître. Cet argument n'avait que peu de poids aux yeux de ses ravisseurs. Pour eux, la trahison était définie par la défiance plutôt que par l'allégeance. Édouard Ier, considérant l'Écosse comme un territoire rebelle, ne se préoccupait pas des formalités légales. Le soi-disant procès fut choquante brièveté, sans avocat de la défense, témoin ou possibilité d'appel, et le verdict était déjà prédéterminé. Wallace reçut une punition brutale et emblématique, typique de la haute trahison dans l'Angleterre médiévale, destinée à humilier et à anéantir non seulement sa vie, mais aussi son héritage. Cette exécution allait au-delà de la simple mort. C'était une affirmation de pouvoir conçue pour éliminer toute trace de sa résistance. Suite à sa condamnation, Wallace fut emprisonné à la Tour de Londres, une représentation sombre du contrôle royal à l'époque. Enchaîné, probablement confiné dans la Salt Tower ou une autre cellule pour prisonniers politiques, il subit un sévère mauvais traitement et humiliation. Les provisions étaient probablement rares et l'hygiène inexistante. Aucun document n'existe concernant ces derniers mots ou pensées intérieures, les chroniqueurs ne mentionnant ni confession ni conversion. Ce qui est évident,
c'est qu'il affronta ses derniers moments avec résolution, se considérant non pas comme un criminel, mais comme un défenseur de la liberté de sa nation. Sa sentence visait à éteindre son héritage. Cependant, le résultat ne fit que renforcer son nom dans les annales de l'histoire. Exécuté dans l'angoisse, la mort brutale de William Wallace. À l'aube du 23 août 1305, Londres fut témoin d'une exécution publique conçue pour choquer la population. Ce n'était pas seulement une punition, c'était destiné à être une démonstration de pouvoir. William Wallace, le plus redoutable adversaire d'Édouard Ier dans les guerres écossaises, s'apprêtait à rencontrer un destin horrible, infligé par une méthode prévue par la loi anglaise comme punition pour haute trahison, pendaison, éviscération et dépeçage. Tout d'abord, Wallace fut dépouillé de ses vêtements et attaché à une civière, un cadre en bois de fortune, avant d'être traîné à cheval depuis la tour de Londres jusqu'à Smithfield. Le parcours de près de 2 miles était intentionnellement brutal. Les spectateurs se moquaient de lui en passant, des enfants lui lançant des ordures. Wallace affronta la dureté et la honte typiques de la dernière marche d'un traître. À midi, il arriva à Smithfield, un lieu infâme pour les exécutions et les punitions publiques, situé en dehors des murs de la ville. Un échafaud l'attendait, équipé de cordes, de crochets et de couteaux, garantissant que sa mort ne serait pas rapide. L'exécution se déroula exactement comme le prescrivait le décret royal. Tout d'abord, Wallace fut pendu par le cou, mais pas jusqu'à la mort. Au lieu de cela, il fut laissé suspendu jusqu'à la limite de l'inconscience. Son corps convulsait alors qu'il luttait pour respirer, mais il fut abaissé avant que la mort ne l'emporte. L'intention de l'exécuteur n'était pas l'efficacité, mais plutôt un spectacle. La phase suivante de son tourment était conçue pour maximiser sa souffrance. Des chroniqueurs anglais comme Walter de Guisborough remarquent que Wallace subit l'une des punitions les plus sévères, autorisées par la loi. Son agonie fut intentionnellement prolongée pour s'assurer qu'il reste conscient de sa torture. Ce n'est qu'après avoir enduré cela qu'il fut finalement décapité, lui accordant une libération de sa douleur. Même dans la mort, le corps de Wallace ne trouva pas de paix. Ses restes furent démembrés et répartis à travers le royaume comme un sinistre avertissement pour les autres. L'intention était sans équivoque, éliminer non seulement Wallace, mais aussi la notion même de rébellion écossaise. Des siècles plus tard, la nature brutale de son exécution sert de rappel frappant sur la manière dont le pouvoir de l'État peut être exercé pour étouffer la dissidence. Il n'y avait pas de pitié, pas de bénédiction finale, juste une punition publique et calculée destinée à dissuader quiconque de s'opposer à l'autorité d'Édouard Ier. Même les chroniqueurs, anglais, ne purent diminuer la mémoire de sa résilience. Wallace ne plaida ni ne mendia. Au lieu de cela, son silence, et peut-être son regard défiant, survécut au décret du roi. Ce jour-là, à Smithfield, ce n'était pas simplement un homme qui mourut, mais un martyr, façonné par la souffrance. Après l'exécution, la couronne anglaise transforma les restes de William Wallace en un symbole d'avertissement, s'assurant que sa punition s'étendit au-delà de la mort. Sa tête fut préservée et exposée sur le pont de Londres, saluant tous ceux qui entraient dans la ville. Elle ne servait pas seulement de marqueur de justice, mais aussi de représentation de la conquête, révélant l'intention d'Édouard Ier d'effacer la rébellion de Wallace, tant de la terre que de la mémoire collective. Son corps fut démembré, et chaque partie
fut envoyé dans diverses villes du nord de l'Angleterre et du sud de l'Écosse, où son nom continuait d'inciter aux troubles. Par décret royal, ses restes furent exposés publiquement dans des lieux clés comme Newcastle, Berwick, Perth et notamment Stirling, des villes qui avaient été témoins des flammes de la rébellion. Certaines traditions, en particulier à Aberdeen, affirmèrent plus tard qu'elle détenait les restes de Wallace, avec des histoires de sépultures secrètes émergentes au fil du temps. À l'abbaye de Cambus Kenneth, près de Stirling, il y avait des murmures selon lesquels des moines avaient récupéré un de ses membres pour lui offrir une sépulture chrétienne secrète. Que ces histoires soient des faits ou des mythes, elles reflètent un héritage qui refuse d'être oublié. Selon le chronique de l'Annercost, ce qui est certain, c'est que Wallace fut démembré membre par membre, et que ses restes furent répandus à travers le pays pour instiller la peur. Il n'y a aucun rite enregistré, aucun monument et aucun lieu de repos définitivement connu, seulement des fragments d'os éparpillés et le silence. Cependant, le silence fut de courte durée. La mort de Wallace et la brutalité qui s'ensuivit résonnèrent à travers l'Écosse. Plutôt que d'apaiser la résistance, la cruauté de la couronne ne fit que l'alimenter. En quelques années, l'Écosse se rassembla à nouveau, non dans l'oubli, mais en hommage à lui. Bien que son corps ait été éparpillé dans ses derniers instants, sa mémoire triompha de la conquête. Ce que la hache tenta de détruire, le peuple le soutint. La souffrance de Wallace souligna comment les empires utilisent la peur pour étouffer la dissidence, mais même dans la défaite, son corps brisé engendra une légende qui transcenda l'oppression. Sa mort redessina les allégeances, inspira Bruce et sert de rappel qu'aucun pouvoir ne peut définitivement faire taire une idée profonde. Son héritage nous pousse à réfléchir. Jusqu'où la conscience peut-elle céder à l'autorité? Et y a-t-il jamais un coût excessif pour la liberté? Réfléchissez à ceci. Quel moment, capture, procès ou représailles, représente le mieux les dynamiques de pouvoir contemporaines? N'hésitez pas à partager vos réflexions. C'est vraiment pour la liberté seule qu'aucun homme de valeur ne renonce, sauf avec sa vie. Déclaration d'Arbroath, 1320.